Salut, c'est Nicolas. À l'approche du brevet blanc numéro 2 dans notre collège, je te propose un deuxième sujet sur les automatismes pour te préparer au mieux au brevet qui arrive très rapidement. Je te rappelle les règles, c'est 20 minutes, sans calculatrice au début d'épreuve, 6 points à obtenir sur 20. Donc c'est un bon moyen de gagner facilement des points en maîtrisant les calculs rapides et les astuces que je vais te montrer. Donc je t'ai mis le sujet dans la description de la vidéo. T'as juste à cliquer dessus pour l'obtenir. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et moi je vais me lancer directement dans la correction. C'est parti pour la correction de la question 1. Donc on nous donne le programme de calcul de l'INA. L'INA voudrait faire un tableur pour obtenir tous les résultats, enfin les résultats compris entre -3 et 3 en valeur entière de son programme. Et on voudrait donc une formule de tableur pour faire les calculs sans les faire à la main. Donc déjà, il faut analyser le programme de calcul. Donc choisir un nombre. Si j'appelle x mon nombre, donc je prends x, je multiplie par 5 mon nombre, donc ça va faire 5x. Si je multiplie par le nombre de départ c'était x, donc fois x. Ensuite j'ajoute le double du nombre de départ, donc j'ajoute 2x. Et ensuite, retrancher 5. Alors, retrancher, des fois, j'ai des élèves qui n'ont pas l'habitude. Retrancher, ça veut dire enlever, soustraire. Donc, moins 5. Si je simplifie un peu ça, x fois x, ça me fait x carré. Donc, 5x carré. Plus 2x. Moins 5. Ok, donc il faut que je fasse une formule de tableur qui me donne cette expression 5x carré plus 2x moins 5. Et là, l'erreur que mes élèves font souvent, c'est que au lieu de vouloir faire une formule, ils font un calcul. Je m'explique, ils prennent x et le remplacent par la valeur -3. Pourquoi -3 ? Bah oui, parce que je veux remplir la cellule B2. Donc ils prennent le nombre de départ ici, qui est celui qui est en B1, c'est-à-dire -3. Et ils écrivent 5 fois -3 au carré, plus 2 fois -3, moins 5. Alors en soi, c'est pas faux parce que le résultat, c'est bien le résultat qu'il faut mettre dans la cellule B2. Le problème, c'est que ce calcul, il fonctionne uniquement pour B2. Il va pas fonctionner pour C2 parce qu'en C2, le nombre de départ, c'est -2. Donc du coup, le principe de la formule ici fonctionne pas. Pour faire une formule, il faut pas remplacer le x par la valeur de la cellule, il faut remplacer x par le nom de la cellule. C'est-à-dire que là, la cellule, c'est B1. Donc je vais écrire simplement 5 fois... Alors le fois en tableur, c'est une petite étoile. Donc 5 fois B1. Le B1, il faut que je le mette au carré. Alors je ne sais pas si tu as appris la formule pour mettre au carré dans un tableur, c'est chapeau avec un 2. Moi je dis simplement à mes élèves de mettre fois B1. Donc B1 fois B1, c'est comme si on mettait B1 au carré. Plus 2 fois B1, moins 5. Et là je sais que j'ai une formule qui va fonctionner avec B1 et B2. Sauf que cette formule, je peux l'éteindre jusqu'à H2 et ça va me faire les calculs avec tous les nombres de départ qui se trouvent au-dessus. J'oublie pas, comme c'est une formule de tableur, de mettre 1 égal quand je commence. Et puis des fois, tu vois que l'expression est mise entre guillemets, mais ça, c'est pas obligatoire. Passons à la question 2. Alors, dans cette question, on me demande de calculer l'aire d'une figure. Alors, comme les longueurs ne sont pas notées sur la figure, ce que j'aime bien faire, c'est une miniature sur mon brouillon afin de voir où sont placées les mesures. Je te conseille de le faire systématiquement. Donc on me dit que AD doit faire 2,5 cm. Donc ici, il y a 2,5 cm. Entre A et B, il y a 2 cm. C'est ici. Et il me reste que 4 cm de B jusqu'à C. Donc c'est tout ça qui fait 4. Hop. Et on demande donc de calculer la surface de toute cette figure, sachant que cette figure est composée d'un rectangle et d'un triangle rectangle. Donc là, il y a un angle droit et des angles droits partout. Donc, pour calculer déjà l'aire d'un rectangle, il faut faire longueur fois largeur. Donc, je vais m'occuper de ça, c'est le plus simple. Donc, le rectangle, il est ici. La longueur, elle fait 2,5 cm. La largeur, elle fait 2. Donc, je vais faire 2 fois 2,5. Ça va me faire 5 cm². Je ne me trompe pas sur l'unité. Et pour faire l'aire d'un triangle, donc là, il faut se souvenir de la formule. Donc base fois hauteur divisé par 2. En fait, c'est comme si tu faisais l'aire d'un rectangle que tu avais découpé en deux. Donc ici, on va faire le côté DE fois le côté EC. Et on va diviser ça en deux, puisqu'en fait, on a le triangle qui est en double exemplaire. Donc DE, il fait 2 cm. Ensuite, on a EC. EC, on ne sait pas combien il fait en vrai.
Mais on voit qu'ici il y a 2,5, ici il y a 4. Donc on va chercher en fait le bout qui manque ici, qui est entre E et C. Donc on va faire 4 moins 2,5. Donc 4 moins 2,5, ça fait 1,5. Donc le côté EC, il fait 1,5. Et comme on me demande de diviser ça par 2, bien en fait c'est comme si j'avais rien fait, puisque là j'ai 2 fois, et là j'ai divisé par 2. Donc ça fait 1,5 cm². Ensuite, il ne me reste plus qu'à additionner les deux là. Donc 5 plus 1,5. Et ça me donne 6,5 cm². Tu n'oublies pas surtout les unités dans tes résultats. Même si les justifications ne sont pas nécessaires ici, si tu oublies les unités, on est susceptible de t'enlever des points. Donc ce serait bête d'en perdre pour ça. Je te remets juste la formule pour l'aire du rectangle et l'aire du triangle à l'écran pour que tu puisses les avoir en tête. Donc l'aire du rectangle, c'est grand L longueur fois largeur petit l. Et puis l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. En fait, il faut que tu retiennes simplement que le triangle, c'est vraiment un rectangle qu'on a découpé en deux triangles de même forme, de même aire. Question 3, donc on me demande de trouver la médiane d'une série de valeurs. Quand on me dit médiane, on ne tombe pas dans le piège, on ne répond pas 9. Je rappelle que la médiane, c'est la valeur centrale. C'est la valeur pour laquelle tu peux dire la moitié des valeurs sont plus petites, la moitié des valeurs sont plus grandes. Ici, on est tenté de dire le 9 parce qu'il est au milieu, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il faut ranger d'abord toutes les valeurs dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc là, si je mets toutes mes valeurs dans l'ordre, ça va donner donc 9 en premier. Ensuite, je vais continuer. 10. Les 12, il y en a deux. Je les mets les deux. 12, 12. Ça m'en fait 4. Ensuite, j'ai le 15, le 17 et le 20. 15, 17 et 20. Alors, comme je suis dans le cas d'un nombre impair de valeurs, je vais avoir 3 valeurs qui sont les plus petites, donc 9, 10 et 12, 3 valeurs qui sont les plus grandes, 15, 17 et 20, et donc ma médiane, ça va être la valeur du milieu, ça va être 12, et donc la médiane de ma série, c'est 12. Question 4, donc on a une conversion d'unités de surface. Donc il faut se souvenir que quand on convertit des unités de surface, par exemple ici, des mètres carrés, que j'ai envie de mettre par exemple en décamètres carrés, eh bien, il va falloir diviser le nombre de mètres carrés par 100 pour obtenir des décamètres carrés. Et si je veux une unité qui est plus petite, par exemple les décimètres carrés qui sont juste à côté, et bien dans ce cas-là, on va multiplier le résultat par 100. Ou alors tu te souviens que dans ton tableau de conversion, sur les unités de surface, tu vas avoir 2 colonnes systématiquement quand tu changes d'unité. C'est pour ça qu'en fait on a 2 zéros. Voyons ce qui se passe sur l'exemple qu'on a là. Donc 23,5 mètres carrés que je vais mettre en décamètres carrés, donc je vais diviser par 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un décalage de 2 rangs. Donc la virgule va venir ici. Elle était à cet endroit-là, elle vient là, elle s'est décalée 2 fois. Le nombre devient plus petit puisque l'unité est plus grosse. Donc là je suis au décamètre carré. Et il faut que je refasse encore un décalage de 2 rangs pour arriver aux hectomètres carrés, puisque les hectomètres carrés sont encore après. Donc je redivise par 100 ici. Hop. Et donc si je redivise par 100 ici, ça va faire 0,00235 hectomètres carrés. Et là, j'ai fini ma conversion de mètres carrés en hectomètres carrés. Question 5, un grand classique en maths, l'addition de fractions. Pourquoi je dis que c'est un classique? Parce que là, tu as des erreurs dans tous les sens. Tu as évidemment les élèves qui ont envie de choisir la facilité et de se dire on fait 5 plus 2 en haut et 7 plus 3 en bas. Sauf qu'évidemment, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour additionner des fractions, il faut d'abord faire en sorte que les dénominateurs, c'est-à-dire le nombre du bas, soient identiques. Donc pour ça, il va falloir modifier les deux fractions, ou une ou l'autre des fractions, pour obtenir le même nombre. Alors comment on fait pour choisir ce nombre, ce dénominateur? Bien en fait, là, dans cette situation, il va falloir avoir en tête la table du 7 et la table du 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire côte à côte pour que tu te rendes compte de ce qui se passe. L'objectif, en fait, c'est de trouver ce qu'on appelle un multiple commun au 7 et au 3. Donc, ces multiples, on les trouve dans la table du 7 et dans la table du 3. Et on va essayer de trouver un nombre qui est obtenu dans les deux tables en même temps. Donc ici, ça va être 21, puisque 3 fois 7, 21, et 7 fois 3, 21. Du coup, je vais modifier mes deux fractions de façon à obtenir deux fractions sur 21, avec un dénominateur de 21.
Tu sais que tu peux avoir des fractions égales si tu multiplies à la fois le numérateur et le dénominateur par la même chose. Je te donne l'exemple, par exemple, pour 5 sur 7. Donc 5 septièmes, je le fais ici. 5 septièmes, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3, ça va me faire ici 15. Et ici 21. Donc là, j'ai multiplié par 3 en haut et en bas. Ensuite, je vais faire la même chose, enfin, pas exactement la même chose, sur 2 tiers. Puisque 2 tiers, si je multiplie ça par 7, ça va me faire 3 fois 7, 21, 2 fois 7, 14. Donc là, j'ai multiplié par 7 cette fois. Ok? L'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant, je me retrouve avec deux fractions qui ont été modifiées, qui se retrouvent sur 21. Donc je vais remplacer mes deux fractions par les deux fractions que j'ai obtenues ici. Donc le 5 septième, c'est 15 sur 21. Et le 2 tiers, c'est 14 sur 21. Et maintenant que j'ai le même dénominateur, j'ai le droit d'additionner les numérateurs. Donc on va faire 15 plus 14, ça fait 29. 29 sur 21. Et j'ai réussi à additionner mes deux fractions. Question 6, donc on me demande les coordonnées géographiques d'une ville. Alors, les coordonnées géographiques, c'est quoi? C'est la latitude suivie de la longitude. Il ne faut pas confondre ça avec les coordonnées cartographiques ou les coordonnées GPS, en fait, qui donnent d'abord la longitude, puis la latitude. J'ai envie de te dire que si tu les donnes dans le désordre, c'est pas très grave, du moment que tu précises s'il s'agit du nord, du sud, de l'est ou l'ouest. Déjà, il faut comprendre la différence entre latitude et longitude. Donc la latitude, en fait, c'est ta position par rapport au nord ou au sud. Donc là, par exemple, cette ville, si je regarde ici mes parallèles, j'ai la première parallèle, donc déjà j'ai l'équateur qui est à 0 degré, puis ensuite j'ai mes parallèles qui se trouvent au-dessus, qui sont gradués ici tous les 15 degrés. Donc la première au nord, puisqu'on va vers le haut, nord, et en bas c'est le sud. Donc première, c'est 15 degrés. Deuxième, on est à 30 degrés. Et on voit que le point de notre ville, il est à peine au-dessus du 30 degrés. Et comme on me demande une précision à 5 degrés près, je vais dire simplement que je me trouve à approximativement, allez, on va 31 ou 32 degrés nord. Donc je précise nord. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Je sais que c'est la latitude. Il me manque encore la longitude. Donc, la longitude, c'est le déplacement est-ouest. Donc là, clairement, ma ville, elle est à l'est, puisque je vais partir à droite du méridien de Greenwich. Méridien de Greenwich, c'est la ligne verticale qui passe par une ville anglaise qui s'appelle Greenwich, qui passe plus ou moins sur Londres et un peu à l'ouest de Paris. Donc si on est à droite, on est à l'est, si on est à gauche, on est à l'ouest. Donc ici, les graduations, elles vont de 15 en 15, donc je vais compter de 15 en 15 jusqu'à ma ville. Donc 15, 30, ensuite 45, 60, 75, 90, 105. J'arrive à 120 et 135 et je vois que ma ville elle est entre les deux. Donc ici, comme je suis plus proche du 135, je dirais dans la partie supérieure, on va viser les 130 degrés. Donc on va dire que ça fait approximativement 130 degrés à l'est. Comme on me demande les coordonnées géographiques, il va falloir donner d'abord la latitude, c'est-à-dire 31 degrés nord, puis ensuite la longitude, 130 degrés est. Question 7, on est sur un partage à partir d'un ratio. Donc ici, on a un ratio de billes rouges et billes bleues. Alors déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, on a un ratio de 2 pour 3. Ça veut dire qu'en tout, il va y avoir 5 parts. Donc, je vais faire un petit dessin pour montrer ces 5 parts. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est des parts égales. Il y en a 2 qui vont être pour les billes rouges. Comment je sais que c'est pour les billes rouges? Tout simplement parce que dans la phrase, il y a écrit billes rouges en premier et le 2 est en premier. Donc, ça veut dire que les 2 premières parts seront réservées pour les billes rouges. Et ensuite, on a les billes bleues qui sont donc représentées par le 3. Et ça veut dire que les 3 cases suivantes vont être en bleu. Ensuite, je sais qu'en tout, il y a 60 billes. Donc, j'ai 60 billes que je vais devoir diviser en 5 morceaux, puisque j'ai 5 morceaux à faire, 5 parts. Donc, je vais faire 60 divisé par 5. Donc, ça fait 12. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de calculatrice, il faut faire ça de tête. Alors, comment je fais 60 divisé par 5 très rapidement? Tout simplement, je fais 60 fois 2, ça fait 120.
Et ensuite, je divise par 10. 120 divisé par 10, ça fait 12. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que 5, c'est la moitié de 10. Donc si je fais d'abord x2 puis divisé par 10, c'est comme si j'avais divisé par 5. Ça, c'est une astuce pour aller plus vite. Donc ça veut dire que chaque part occupe 12 billes. Donc ça veut dire que j'ai 12 billes ici, 12 ici, 12 ici, 12 ici et 12 ici. Et donc après, si je dois retrouver les billes de chaque couleur, donc pour les rouges, on va faire 12 x 2, ou 12 plus 12, hein, donc ça va faire 24 billes rouges. Et puis pour les billes bleues, on va faire 12 x 3, ou 12 plus 12 plus 12, ça va nous faire 36 billes bleues. Question 8. Alors ici, on a une représentation graphique d'une fonction et on me demande par lecture graphique, donc les antécédents de 2 par cette fonction. Alors ici, il ne faut pas se tromper entre antécédent et image. Donc quand tu as un graphique, comme ceci, tu vas lire les antécédents donc ici, donc en abscisse, en horizontal, et tu vas lire les images en ordonnée. Donc en fait ici, comme je cherche des antécédents, je vais chercher qu'est-ce qui va donner 2 en image. Donc ici en fait, je vais repérer où est le 2. Puis ensuite, je vais faire une ligne horizontale. Et puis tous les endroits où la courbe va passer, donc imaginons la courbe, elle peut passer plusieurs fois par ma ligne horizontale rouge, par exemple ici, comme ça, comme ça, comme ça, tous les endroits où il y aura un croisement, donc par exemple ici, 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 potentiellement il peut y en avoir plein, si ça fait des zigs et des zags, eh bien je vais avoir un antécédent que je vais lire ici, un autre que je vais lire ici, puis un autre ici, etc. etc. Bon, tu as compris, il peut y en avoir plusieurs. Je vais zoomer sur la courbe pour regarder les antécédents donc, de 2 par cette fonction f. Donc je repère mon 2 qui est en image ici, hein, qui est là. Et puis je vais venir faire une ligne horizontale donc, qui va parcourir toutes les images à 2. Hein, et je vais repérer où est-ce que la courbe va croiser donc, ma ligne horizontale. Donc déjà, il y a un premier endroit, c'est tout au début. Hein, ici, donc le premier antécédent, ça va être le 0. Ensuite, il y en a un autre ici, il y en a un autre ici, et après, peut-être qu'il y en aura d'autres, en tout cas, je ne les vois pas sur mon graphique. Donc là, il va falloir compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il y a 9 ici, 10, 11, 12, 13, et il y a 13 ici. Donc des antécédents, j'en vois 3, il y a 0, 9 et 13. Question 9, donc une question de probabilité. On a dans une urne 3 boules, donc une rouge, 2 jaunes et 3 vertes. On fait un premier tirage, on remet la boule, on fait un deuxième tirage, on remet la boule, et on voudrait savoir quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule verte. Alors, je voulais juste préciser un point de vocabulaire, c'est le mot indiscernable, puisque j'ai des élèves des fois qui me demandent ce que ça veut dire. Indiscernable, en fait, c'est ce qui te garantit que lorsque tu pioches ta boule, tu ne sais pas laquelle tu pioches. Bah oui, puisque comme elles ont toutes la même forme, tu ne sais pas à l'avance laquelle tu pioches. Donc il y a le côté hasard et aléatoire qui est caché derrière ce mot. Donc ce qu'on va faire, c'est un tableau de probabilité avec les différents tirages possibles sur cette expérience. Donc ça va ressembler à ça. Dans la première ligne, je vais mettre les issues de la première expérience, donc c'est-à-dire les différentes couleurs. Donc je peux obtenir soit une rouge, soit deux jaunes, enfin une jaune, ou vert, vert, vert. Comme la deuxième expérience c'est la même que la première, je vais remettre la même chose. Donc soit un rouge, soit jaune, 2 chances, ou vert, 3 chances. Et puis après, dans les cases, ici, je vais mettre les différentes combinaisons que je peux obtenir. Par exemple, ici, je prends une case au hasard, hein, c'est avoir une boule rouge et une boule verte. Donc je vais écrire simplement rouge-vert. Ici, ça va être jaune-vert. Ici, ça va être jaune-vert. Et si je prends une autre case ici, ça va être vert-jaune. Je vais remplir comme ça tout le tableau. Donc ça donne ça. Maintenant, si je compte toutes les issues possibles, c'est-à-dire toutes les cases de mon tableau, je vais en avoir 6 lignes et 6 colonnes. Donc 6 x 6, il y a 36 possibilités. Donc je sais déjà que ma probabilité va être sur 36. Et là maintenant, il va falloir compter toutes celles qui contiennent au moins un vert. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un V. Donc le mieux dans ce genre de situation, c'est de raisonner à l'envers. C'est-à-dire de compter ceux qui n'ont pas de vert. Parce que là, il y a beaucoup de verts. Donc toutes celles qui n'ont pas un vert, c'est-à-dire l'événement contraire finalement, de obtenir au moins un vert, c'est-à-dire ne pas obtenir de vert. Donc 1,
2, 3 ici, puisque ici, il n'y a pas de verre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et toutes les autres, elles contiennent au moins un verre. Donc il y en a 9 qui contiennent pas de verre. Et donc si je fais 36 moins 9, ça me donne 27. Donc il y en a 27 qui contiennent au moins un verre. Donc 27 sur 36. La correction est à présent terminée. En tout cas, j'espère t'avoir bien entraîné, bien aidé, que tu te sens plus confiant pour aborder le brevet qui arrive très vite, que tu vas avoir le maximum de points sur tes automatismes et je te souhaite bonne chance pour la suite. Ciao!